Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut JB. Salut Raph. Ça va ? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va très bien. Alors écoute, c'est une première. Oui. C'est une première parce que je pense que c'est la première fois que je discute avec une personne en off à peu près 1 heure avant de commencer le smoothie. Ouais, c'est vrai. C'est déjà tout dit. Bah, merci pour cet épisode et puis à bientôt. Ouais. Salut. Salut. Bon, bah, j'y vais. Merci d'être venu. C'est toujours cool de pouvoir faire des smoothies en face à face. Ouais. Comme d'habitude, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous partager 2 ou 3 événements qui font qu'aujourd'hui tu es la personne que tu es, et puis ça va nous permettre de savoir un peu qui tu es justement. Ouais, Raph, écoute, quand j'y réfléchis, c'est vrai que en premier lieu, je penserais à mon indépendance, le début de mon indépendance après le lycée. Quand je sors du lycée, voilà, j'ai 18 ans, je signe mon premier contrat espoir avec Toulon. Et je me retrouve à vivre dans un appartement à taille adolescente, on va dire. À taille adolescente. Et c'est là où je me suis rendu compte que les responsabilités que je n'avais pas à gérer quand j'étais chez mes parents, ben là maintenant, je suis tout seul. Et il faut me faire à manger, il faut aller en cours, parce que j'allais aussi en cours à l'époque. Et il faut aller à l'entraînement aussi. Donc il faut prendre soin de soi aussi. Donc il y a plein de choses à gérer. Et je me rends compte que la vie seule, c'est beaucoup de responsabilités. Et ça a été pour moi le début de la vie adulte, finalement. Assez jeune, j'ai été loin de mes parents depuis l'âge de 16 ans, parce que j'étais en internat au Pôle Espoir hier. Et puis ensuite, j'ai rejoint le club de Toulon et j'ai vécu seul. Donc à partir de là, j'ai dû me prendre en main plus sérieusement que quand j'étais le week-end chez maman et qu'elle me faisait le linge, quoi. Voilà. Ok. T'en as un deuxième et troisième ou pas ? J'en ai un deuxième. Alors par ordre chronologique, plus tard, quand j'ai rencontré ma femme, qui est ancienne volleyeuse professionnelle. Elle est brésilienne. Elle a voyagé du Brésil en France. Et elle, du coup, au-delà de mon indépendance que j'ai vécue à 1h30 de la maison, elle était à 17 heures de vol. Donc, je me suis rendu compte que le sport était le même pour tout le monde. La vision du sport était la même pour tout le monde. Le sport professionnel, j'entends. Parce qu'on a discuté des mêmes problèmes. On a rencontré les mêmes problèmes. On a rencontré les mêmes difficultés, les mêmes histoires de coach, les mêmes histoires de groupe, de coéquipiers, de coéquipières. Et en fait, elle est toujours d'un très bon conseil. C'est que dès que j'ai des problèmes, dès que je rencontre des difficultés à mettre des mots sur ce que je vis, à mettre des idées sur des situations que je vis au quotidien, elle les a déjà vécues, parce elle est de 8 ans mon aînée, et elle les a déjà traitées, si tu veux. Elle les a déjà digérées. Et en fait, je me rends compte que quand je parle avec elle, que je dis mais je comprends pas la décision de ce coach-là, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, elle me dit mais moi c'était pareil. À l'époque, pour le groupe, c'était pas le meilleur à faire, donc on en a discuté, il faut en discuter avec lui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, c'est pour moi une aide au quotidien, quoi. Et ça a été pour moi une rencontre particulière, parce que ça s'est fait à l'époque où je jouais à Béziers. Et elle aussi jouait à Béziers, donc on était tous les deux sportifs en carrière active. Et on avait tous les deux des plannings de sportifs. Donc en fait, on avait des matchs en fin de semaine, et on avait les entraînements la semaine, et puis on se retrouvait les après-midi, les soirs, quand elle était en repos, quand moi j'étais en repos. Et c'était assez extraordinaire, parce qu'on discutait des mêmes choses, et à la fois c'était une autre culture, parce qu'elle vient d'un autre pays. Donc je me suis jamais ennuyé, je m'ennuie jamais. C'est que je découvre toujours, tous les jours un peu plus, une nouvelle culture, tous les jours un peu plus, une nouvelle philosophie de vie, parce que la vie est totalement différente là-bas qu'est-ce qu'elle est ici. Et je perçois les choses différemment. Même si on vit les mêmes choses, même si on a vécu les mêmes choses, le point de vue est différent. C'est souvent ça que je pense, c'est que entre les personnes, on discute de perception. On discute de choses qu'on perçoit.
On ne discute pas des faits réels, des choses qui sont réellement. On discute des perceptions. Et en discutant avec elle et en vivant, en ayant vécu les mêmes choses qu'elle, j'ai perçu les choses différemment. Elle les a perçues différemment. Et son point de vue m'apporte aussi à moi un autre point de vue et me fait réaliser des choses qui sont finalement réelles, mais que je ne perçois pas. Voilà. Très bien, très bien. On y reviendra. Ouais. On y reviendra sur ces 2 premiers événements. Est-ce qu'il y en aurait un troisième ou pas? Ouais, un troisième qui va amener certainement la discussion future sur le double projet. Je pense à un jour où un ami à moi m'a parlé de son père qui réalisait qui avait ses propres investissements de son côté, qui disait qu'il y avait des façons de gérer son patrimoine, notamment des investissements dans la bourse, de faire des investissements dans des actifs financiers. Et puis, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien lui poser 2-3 questions. Et quand j'ai tenté de le contacter par message, j'ai jamais eu de retour. Donc, je me suis pris un peu un mur parce que je me suis dit, tiens, il a vu mon message, mais il ne me répond pas. Tu avais le bon numéro de téléphone? Ouais. T'es sûr, c'est bien lui qui l'a eu? Ouais. J'étais sûr que c'était lui. Mais bon, il m'a ghosté. Et puis, en fait, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai commencé les recherches de mon côté. Et à l'époque, je faisais pas du tout ce type de formation-là. J'étais pas du tout dans le financier ou dans la gestion de patrimoine. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu au fonctionnement de la finance en France. Je dis bien France parce qu'elle est différente à l'étranger. Même si en France, on a accès à des investissements à l'étranger, on vit en France actuellement, donc on s'y adapte. Et j'ai commencé à m'y intéresser de mon côté et j'ai passé pendant 2 ans des après-midi où j'entrais de l'entraînement à faire des recherches seul de mon côté. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il était important de concrétiser ce savoir-là, de concrétiser ses connaissances et de mettre un diplôme là-dessus. Et j'ai décidé de me lancer dans un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine. Et ça a été pour moi un événement important parce que j'ai jamais été confronté à ce milieu-là, ce sujet-là de la finance, déjà parce qu'à l'école on ne nous l'enseigne pas, et j'ai trouvé ça dommage. Et en plus que j'ai toujours été quelqu'un de scientifique, j'ai jamais comment dire, eu l'attrait pour l'économie en général. J'aime beaucoup toujours les sciences, et en fait d'avoir mis un pied dans ce diplôme-là, ça m'a permis de découvrir mon futur métier, clairement, parce que j'y prends beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'étudier. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer les certifications nécessaires. Je prends beaucoup de plaisir à le comprendre, à comprendre son environnement, à comprendre son fonctionnement, à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre le sport professionnel et la gestion de patrimoine. On y reviendra tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de choses que j'applique pour moi et que je suis ravi de pouvoir l'appliquer à des clients, à des personnes qui en ont besoin, parce que, encore une fois, on ne nous l'apprend pas plus jeune. Si on ne va pas chercher l'information, malheureusement, l'information ne vient pas à nous, surtout quand il est question d'éducation. Voilà. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé tout à fait par hasard, d'avoir trouvé ce métier-là qui j'en suis aujourd'hui certain, est mon métier actuel, en parallèle de mon sport, mais il sera aussi après ma carrière. Ok, super. Merci JB pour ces 3 événements. Si je reviens sur le premier, donc tu nous dis finalement c'est une autonomie, une plus grande indépendance à 18 ans. Oui. Donc tu avais déjà une sorte de semi-autonomie de 16 à 18, où là tu es en internat. Oui. Et 18 ans, j'ai l'appart tout seul, je me fais à manger, je gère mes horaires seul, en tout cas mes horaires de coucher. J'imagine qu'à l'internat, il y avait un petit contrôle. Oui. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette période ? Je retiens qu'il faut encore une fois prendre ses responsabilités, et quand on est sportif et indépendant, on n'a pas simplement le souci de se dire à quelle heure je me lève pour aller travailler. On a aussi le souci de se dire comment je mange, comment je m'hydrate, comment je me repose, comment je récupère. Tout ça, ça rentre en compte, et tout ça, c'est une connaissance, c'est un savoir
à avoir et c'est aussi le plus complexe, je pense, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Quand on est jeune, on n'y pense pas. On se dit, je vais rentrer de l'entraînement, je vais m'allonger sur le lit qui fait canapé, qui est cuisine, qui fait salon aussi, et qui fait aussi bureau, qui fait tout en même temps, parce qu'à cet âge-là. et je vais jouer à la play. Et ce qui se passe après, à 17h, je pars à l'entraînement, et puis c'est terminé. Donc on n'a pas ce souci-là. Voilà, on gagne déjà des salaires qui sont très faibles, mais on ne paye pas l'appartement. Souvent, les clubs, ils prennent en charge aussi la voiture. Donc, on a une vie qui est quand même très confortable par rapport à un étudiant de notre âge classique qui va aller manger au resto U, qui va devoir aller en cours, qui va devoir... ou qui va vouloir en tout cas sortir le soir, qui va se coucher à pas d'heure et qui le lendemain, mais c'est pas grave, il ira en cours. Au pire, s'il rate une matinée de sport, c'est pas grave. On peut pas se le permettre quand on est jeune et pourtant on n'y pense pas. Et pourtant on n'y pense pas parce qu'on passe beaucoup de temps à procrastiner aussi, parce que quand on est allongé dans le lit, on se dit je vais jouer à la play 1 heure de plus et puis mes étirements je les ferai plus tard. Et quand on est jeune, on a encore la chance de ne pas avoir de répercussions. Mais quand on vieillit, on se dit, putain, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc voilà, c'est surtout ça, les responsabilités qui m'ont le plus marqué à cette époque-là. Okay. Je crois que tu l'as dit, le type de contrat que tu avais à Toulon ? Un contrat espoir. Espoir. C'est quand on est encore jeune, quand on est encore dans la catégorie espoir, on signe des contrats espoirs qui nous lient, qui sont des contrats de travail, donc qui nous lient avec le club. Tu as parlé là sur ton troisième événement, l'importance du double projet. Oui. Moi, j'aime bien parfois avec les sportifs, mais pas que, parler du double, voire du triple projet. Oui. Là, le projet sportif, le projet pro et des fois le projet perso. Oui. Je me dis à 18 ans, j'essaye de voir, là, mon fils qui a 16 ans, j'essaye de repenser au gars que j'étais à 18 ans, même si c'est pas du tout le sujet. Mais ok, il y a le projet sportif qui est très clair. Tu es à Toulon, tu as un contrat espoir. Toulon, qui est un très grand club du rugby. Est-ce que le projet perso d'un JB qui a 18 ans, est-ce qu'il arrive à se dire ok, je vais me coucher à 22h30 ? Moi, je m'imagine seul à 18 ans dans un appart. Tu vois, il y a quand même toute une discipline à avoir aussi. Alors, ça fait partie des responsabilités. Mais ça, c'est facile de se discipliner sur l'heure de coucher, sur pas boire un litre de soda par jour parce qu'on préfère boire ça à 18 ans. T'arrivais à te discipliner facilement par rapport à ça ? Oui, alors je dirais que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation-là de mes parents je suis d'une mère qui est infirmière puéricultrice et d'un père qui est commerçant. Et en fait, les deux sont sportifs, mais n'ont jamais eu de carrière professionnelle. Mais surtout, j'ai eu cette rigueur. J'ai toujours bien mangé, j'ai toujours eu une alimentation qui était très bonne. J'ai toujours eu un sommeil qui était très bon. J'ai, je pense, grâce à cette éducation-là, réussi à faire la différence entre les moments où on peut se détendre et les moments où il faut être un peu plus cadré, où il faut avoir un peu plus de cadre. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie étant jeune, mais j'ai toujours eu un bon cadre. Ça a été très important, je pense, dans mon enfance, parce que ça a permis de me faire grandir et de d'avoir des bonnes bases pour la suite. Oui, tu as bien grandi, en effet. J'ai bien grandi, de la soupe. Non, j'ai beaucoup de soupe. Mais c'est surtout que quand je suis arrivé, comme j'avais l'habitude de bien manger à la maison, j'avais des bonnes bases. Quand je suis arrivé tout seul, je me suis dit, bon allez, il faut bien manger. Donc j'ai toujours aimé la cuisine, donc ça aussi c'est une chance et en fait j'ai toujours aimé cuisiner. Donc quand j'étais seul, je cuisinais aussi pas mal. J'ai toujours bien dormi, donc j'allais au lit tôt. Donc j'ai continué à bien dormir plus tard. Après là où ça a été tout nouveau pour moi, c'est sur la récupération, parce que quand on est sportif amateur, qu'on fait ça, le rugby professionnel, je suis tombé dedans vraiment par hasard. Et quand on fait du rugby en petit club, on pense pas du tout à la récupération. On pense à boire des bières après le match
et à la fête qu'on va faire dans le retour du bus. Donc quand on commence à être professionnel, à partir de là, il faut aussi avoir cette rigueur-là. Mais c'est une nouvelle rigueur, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau sujet à étudier, à comprendre. Après, on a la chance aussi d'avoir les clubs qui sont quand même de grandes structures qui nous aident beaucoup. À l'époque, j'avais la chance d'évoluer au RCT, donc ils apportaient tout ce côté-là, tout ce côté récupération, rigueur. On a été très informés là-dessus. On avait des grands qu'on a doués, donc on les regardait comme nos idoles, donc on se disait voilà, qu'est-ce qu'il fait lui pour aller mieux, qu'est-ce qu'il fait lui pour être plus performant le week-end, donc on prenait exemple aussi beaucoup. Voilà, donc ça a été nouveau pour moi dans ces responsabilités-là, la responsabilité de la récupération, du professionnalisme. Ça a été nouveau parce qu'on est à la fois jeune, on a envie de faire la bringue, on a envie de sortir, de profiter de cette jeunesse. Mais il faut aussi garder la rigueur quand même. Ouais, c'était tout nouveau et les bases de mon éducation ont fait que ça a été peut-être plus facile à vivre. Voilà. Et à cette époque, est-ce que tu gères justement le double projet aussi rugby-études ? Est-ce que tu te dis, bon, allez, là j'ai une belle opportunité, je mets tout sur le rugby et je me donne un maximum de chances pour percer dans cette discipline, ou tu as une approche plutôt équilibrée, je fais les deux, je mets pas tous mes œufs dans le même panier? Il a toujours été important pour moi de garder un équilibre, parce que j'ai vu aussi beaucoup d'amis tout au long de ma carrière de sportif qui n'ont pas réussi à trouver cet équilibre-là et qui soit ont trop poussé sur le côté études et du coup leur rêve de professionnalisme s'est éloigné, soit ont trop poussé du côté professionnalisme et poussent aussi toujours ce qui est la majorité des sportifs, parce que c'est notre travail, notre activité principale, et à côté ils ne se posent pas la question de si ça s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que je fais. Dans les bases de l'éducation que j'ai eue, dont je te parlais à l'instant, j'ai eu aussi cette éducation des études, cette éducation de la formation. Mes parents m'ont toujours poussé à garder quelque chose à côté. J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. J'ai mis du temps, j'ai mis 6 ans. Alors on perd pas les années, c'est 6 ans que j'ai gagné à comprendre que c'était pas ce que je voulais faire. J'ai fait une première année sortie d'un bac S, j'ai fait une première année de diplôme universitaire en génie électrique. Je souhaitais devenir ingénieur à la base. Avec le rugby, c'était pas possible. Je l'ai très vite compris parce que les travaux pratiques, j'y étais jamais. J'arrivais au diplôme, j'arrivais au contrôle, au partiel, j'avais fait la moitié des cours. J'allais passer un DUT qui se fait en 2 ans, j'allais en mettre 4 ou 5. Donc je me suis dit, bon, ça vaut peut-être pas le coup. Et là, à partir de là, j'ai commencé à m'éloigner un peu des sciences et à me rapprocher un peu plus du commerce, où j'ai passé un BTS dans le management des unités commerciales. Donc le BTS, je l'ai passé quand j'étais en espoir à Toulon et je l'ai validé et j'ai souhaité continuer parce qu'on a quand même beaucoup de temps les après-midi. On a quand même presque tous nos après-midi dans la semaine pour nos études. Quand on est jeune, souvent on s'entraîne le matin et le soir et les clubs font en sorte que les après-midi soient disponibles pour étudier. Certains étudient, d'autres non. Et j'ai souhaité le faire, même s'il y a des après-midi où c'était dur, c'était long. Ça, faut aussi le savoir, c'est que on est fatigué physiquement et mentalement, parfois ça suit pas. On pense qu'il y a une chose, c'est dormir, donc ça m'est arrivé de faire des siestes sur le parking. Quand j'arrivais une demi-heure avant l'entraînement, je faisais une petite sieste dans ma Twingo et c'était le jeu. Mais voilà, donc je suis passé sur un BTS, j'ai enchaîné avec un bachelor et puis un master en stratégie marketing. 5 ans d'études et de diplôme pour au final me rendre compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc je l'ai validé, c'est très bien, mais on peut valider des choses et se rendre compte au final que c'est pas ce qu'on veut faire. J'ai eu beaucoup de frustration parce que je me suis dit j'ai fait tout ça pour rien et je me suis rendu compte à la fin que j'ai pas perdu des années. On les gagne, même si j'avais encore ma carrière devant moi. J'ai gagné 5 ans, j'ai gagné 6 ans même. Avec le DUT, j'ai gagné 6 ans parce que 6 ans de réflexion sur ce que je voulais faire, 6 ans de réflexion pour me dire que c'était pas ce que je voulais faire. Et après, je suis tombé dans la gestion de patrimoine par hasard, comme on en a discuté tout à l'heure. Voilà. Ok.
Très bien. Est-ce que quand tu es espoir au RCT, est-ce qu'il y a l'envie, l'ambition, la projection d'être pro au RCT, ou ça faisait pas du tout partie des projections, c'était une formation, une fin de formation là-bas, on verrait après, ou tu avais l'idée de rester plutôt dans le sud? Quand on est jeune, on a toujours envie, on a toujours des ambitions de devenir professionnel. On a toujours les ambitions quand on est sportif, sinon on est compétiteur en tant que sportif, on est compétiteur, on a envie de donner le meilleur, on a envie d'avoir le meilleur. Mais ce que j'ai compris en tant que sportif pro tout au long de ma carrière, et ce que j'ai compris, d'autant plus compris quand j'ai rencontré ma femme actuelle, c'est que dans le sport, peu importe lequel, une carrière, ça ne dépend pas que de nous. Une carrière, ça ne dépend pas que du sportif. Il y a des gens qui préparent pendant 4 ans les JO. Pendant 4 ans, ils vont s'entraîner aux JO et une semaine avant, il va leur arriver un pépin, ou le jour de la course, il va leur arriver un pépin. Et ils vont atteindre un niveau de frustration que nous, dans le sport collectif, on ne peut pas comprendre. Parce que dans le sport collectif, tous les week-ends, on peut se remettre en question. C'est la chance qu'on a. Mais pour autant, on partage une chose avec le sport individuel et le sport collectif, c'est que notre carrière, elle dépend de plein de choses. Elle dépend des coachs, elle dépend de la blessure, elle dépend parfois du mauvais temps, elle dépend de la chance, si on croit à la chance. Elle dépend de plein de choses. Et je m'en suis rendu compte tout au long de ma carrière que même en ayant des ambitions du plus haut niveau, le plus haut niveau, il viendra que si déjà on donne le maximum au niveau rigueur, discipline. Mais si surtout on a aussi une bonne étoile. On a fait la bonne performance au bon moment. On a fait la bonne récupération au bon moment. On était en forme au bon moment. Que toutes les étoiles sont alignées. Une carrière, ça peut décoller. On a rencontré le bon coach au bon moment. Et ça, je l'ai compris que plus tard. Et jeune, forcément, on a des ambitions. Forcément. Mais jeune, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi dépend une carrière. On attend, on espère. Mais il n'y a pas d'espoir sans crainte, j'ai envie de dire. On espère qu'il va se passer ça, mais on a la crainte qu'il se passe autre chose. Et comme on ne gère pas, souvent on a de la frustration. Parce qu'on espère beaucoup de choses. Et ce qui arrive, c'est ce qui arrive. Mais c'est souvent pas ce qu'on désirait. J'entends beaucoup de sagesse dans ce que tu dis. On parlait aussi un peu de lecture. Tu me disais que tu aimais bien les livres de philo. Oui. C'est-à-dire, dans ce que j'entends là, il y a une sorte de presque de détachement ou de sagesse. C'est-à-dire, ok, moi je donne le maximum, mais j'ai conscience que de toute façon, ça ne dépend pas que de moi. Tu vois, une sorte d'humilité. Là où je trouve que en Occident, on a des fois du mal avec cette humilité, c'est-à-dire que, je ne sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'est un philosophe, qui dit qu'on est une société essentialiste au terme d'essence d'un bois. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, ça c'est du Mélèze, lui c'est un loser et lui c'est un winner. Et là, toi tu me dis, non, en fait, moi j'ai conscience que je peux faire ma perf, je peux faire du mieux possible, et que parfois, parce que les étoiles sont alignées aussi, ça va tomber du bon côté. On me fait la bonne passe au bon moment, il y a la bonne combinaison, tout se met bien en place. Et donc, j'ai conscience aussi que ma carrière ne me définit pas. Enfin, c'est un peu ce que j'entends. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que l'idéal, c'est le réel. L'idéal, c'est le réel et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui arrive réellement. Tout est une question de perception, on en parlait tout à l'heure. Ce que moi, je vais percevoir d'une situation ou d'une carrière ou d'un club ou d'un coach, un autre joueur ne va pas la percevoir pareil, parce qu'il ne va pas avoir vécu les mêmes expériences, il ne va pas avoir vu les mêmes choses, il ne va pas avoir pensé les mêmes choses que moi j'ai pensé, il ne va pas percevoir la même situation que moi je perçois. Et en fait, quand on discute avec des gens, on discute perception des choses. On discute, enfin je pense, on discute ce que nous on perçoit d'une chose. Mais ce n'est pas la réalité de la chose. En étant jeune, en étant joueur professionnel, je perçois ma carrière comme quelque chose d'idéal. Comme une carrière où je vais avoir une grande carrière, où je vais jouer à l'international, où je vais performer, où je vais être bon. Mon collègue à côté va percevoir la même chose, mais dans la réalité,
on va passer toutes les étapes de la carrière du sportif. On va passer toutes les frustrations, toutes les déceptions. Et c'est la réalité. La réalité, elle est là. Elle est que on vit ce qui est. On vit ce qui est. On ne vit pas ce qu'on pense. Parce que même si les pensées positives apportent des choses positives, mais je pense qu'elles apportent surtout la motivation de faire les choses qu'on doit faire pour que ça arrive. Il faut se donner les moyens que ça arrive. Il faut se donner les chances que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Si on fait tout pour que ça arrive, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Donc oui, je me suis pas mal rapproché du stoïcisme qui aujourd'hui est quand même une philosophie, un courant de pensée qui est millénaire, mais qui je ne pense pas qu'il soit encore à 100% adaptable, parce qu'on ne vit plus sur des lits en bois, il n'y a plus de gladiateurs, il n'y a plus les Jeux Olympiques, on est habillés, hein, mais je pense qu'on peut tirer des leçons, pas forcément y coller à 100%, mais je pense qu'on peut quand même tirer des leçons, notamment la notion de réalité, de ce qui arrive et de garder cet idéalisme du réel. C'est garder de toujours vouloir aimer ce qui arrive. Voilà, aimer ce qui arrive. Ouais, c'est-à-dire, j'ai l'impression, alors je connais beaucoup moins que toi le stoïcisme, mais finalement, ok, on peut avoir des projections, on peut avoir des objectifs, mais que même si ce que l'on projette ne se passe pas, il y aura aussi du positif, il y a aussi des choses à prendre. Bien sûr. Et comme je disais, ne pas se définir finalement par le succès ou la défaite, ne pas se laisser prendre trop dans ces montagnes russes émotionnelles. Absolument. Et rester justement un peu stoïque, quoi. Absolument. Tu as tout dit, c'est les montagnes émotionnelles, c'est se laisser diriger par ses émotions. C'est comme quand on veut quelque chose, on désire absolument un objet, une chose, et quand on l'a, au final, on finit par l'oublier. Et on en veut toujours plus. Et au final, on n'est jamais rassasié, si tu veux. On est toujours dans le désir de quelque chose qu'on n'a pas. Alors qu'au final, quand on se rend compte que de ce qu'on a besoin déjà, il en faut très peu, et qu'en plus, quand on l'a, eh ben, on peut avoir de la gratitude, éprouver de la gratitude de ce qu'on a, des choses qu'on utilise. C'est ce qui, je pense, fait qu'on peut durer. C'est vraiment se contenter et aimer ce qu'on a, aimer ce qui existe et ce qu'on a en sa possession. Et pas rester dans le désir, soumis à ses émotions, à ses désirs, à ses pensées, se perdre dans ses fantasmes. Et là où je te rejoins sur le fait que l'on puisse aussi sans doute plus durer avec cet état d'esprit, c'est que j'y vois quelque chose de très énergivore, de courir après de courir tout le temps après des rêves, d'être toujours dans l'ascenseur émotionnel. Ça pompe énormément d'énergie. Et finalement arriver à se détacher aussi un petit peu du résultat, qu'il soit satisfaisant ou non d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se met pas en œuvre pour essayer de continuer de progresser, mais ça nous permet de garder un peu plus d'énergie, quoi. Absolument, tout à fait, je te rejoins, 100%. Merci. Tu nous parlais de ta chérie, de ta compagne. Déjà, il y a un point qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as dit, c'est en parlant de sa culture, en parlant du Brésil, et tu as beaucoup insisté sur le fait de dire, en fait, on parle de perception, de sensation. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué une fois, alors je ne sais plus où je l'ai lu, en disant, quand on va parler tous les deux de la même chose, admettons, on parle tous les deux d'une montagne, comme d'un fait, voilà, la montagne, elle est là. Oui. Sauf qu'en fait, on ne la voit jamais de la même face. C'est-à-dire, moi, je vais te parler de cette montagne, mais avec mon vécu, en te disant, en fait, moi, je la vois de la face nord, et toi, tu me parles de la même montagne, mais elle est de la face sud. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, je te comprends. Et souvent, quand on parle de faits avec des personnes qui ont la même culture que nous, on a l'illusion d'être complètement compris. Alors que si demain, moi, je vais au fin fond de tel pays dans lequel je ne suis jamais allé, quand je vais parler d'un fait, je vais avoir à l'esprit
le fait que pour cette personne, ce que je dis n'est pas forcément très clair, à essayer de mettre plus de détails dans les mots pour qu'on se comprenne mieux, et sans doute que la personne fera pareil. Et ce que je trouve bien des fois avec la rencontre de personnes qui viennent d'autres cultures, c'est que d'une, on a en tête qu'on parle de perception, et qu'on est aussi un peu plus à l'écoute de l'autre. Est-ce que tu as eu l'impression aussi que c'était un peu ça, en tout cas au moins au début, et peut-être même encore maintenant, ou pas? Sur ma relation, tu veux dire, avec elle? Oui, absolument, parce que rien que quand on parle de sécurité, d'un point de vue de la sécurité en France, tu es dans un café, tu poses ton portefeuille, tes clés, ton téléphone, tu bois ton café, il se passera rien. Tu vas au Brésil, tu sors avec une chaîne dans la rue, tu peux te faire braquer, tu peux te faire planter pour une chaîne, quoi. Ça peut être du toc. Et donc, si c'est du toc, ça fait chier. Ça fait chier. Une chaîne en or. Bon, pourquoi pas? Ma vie ne tient qu'à du toc. Bon. Franchement, ça fait chier. Et se dire ça, en fait, quand elle arrive en France, elle se dit waouh, quel choc. Quel choc, même au-delà de la température. Quel choc de civilisation, si on veut, parce que ces deux pays qui sont mondialisés, on utilise les mêmes objets, on a les mêmes téléphones, on a les mêmes, presque la même nourriture, les mêmes télés, on a tout pareil à la maison. Enfin, je veux dire, on vit pareil qu'eux, mais le mode de vie est différent. On les utilise différemment, on les perçoit différemment, et on s'adapte, bien sûr. Mais se dire que moi j'utilise la télé ou mon téléphone mieux qu'eux, c'est se tromper de perception, en fait. Parce que c'est différent, mais c'est pas forcément mieux. Et c'est pas forcément moins bien non plus. Et même si deux pays discutent des mêmes problématiques, discutent des mêmes sujets économiques, au final ils ne seront pas perçus de la même manière. Et pas vécu non plus de la même manière. Très bien, très clair. Quand tu nous as parlé de ta compagne, j'aurais pu avoir l'impression que tu nous parlais d'une préparatrice mentale. C'est-à-dire, tu me dis, voilà, bon, bah alors, ok, là, il y a une vraie connexion. On a tous les deux été sportifs professionnels, sportifs de haut niveau. Oui. Elle est mon aînée de 8 ans, donc elle a vécu aussi certaines choses un peu avant moi. Oui. Et t'en parlais presque comme, ok, on entend une partenaire de vie, de l'affection, tout ça, ok. Oui. Mais là, presque même sur le côté pro, une vraie partenaire aussi sur la perception de ta carrière qui t'aide, un peu comme le ferait une préparatrice mentale. Clairement. Et puis sur mon rôle au quotidien, en fait, vis-à-vis de mon groupe, vis-à-vis de mes coéquipiers, c'est des choses qu'elle a déjà vécues. Donc, c'est des choses qu'elle peut témoigner. Elle a vécu dans un sport collectif, c'est ça aussi cette chance-là, ce rapprochement-là, c'est que dans un sport collectif, elle a vécu la vie de groupe, elle a vécu les déplacements, elle a vécu des longues saisons, elle a vécu des matchs internationaux, elle a fait les Jeux Olympiques jeunes avec le Brésil, donc elle a eu des expériences qui ont été quand même marquantes pour elle et pour sa carrière, et qui l'ont aussi sortie de sa routine. Et quand moi je sors de la mienne, quand il y a des moments où je peux me sentir un peu perdu, ou dans une situation qui m'est inconnue, elle l'a déjà vécu. Elle l'a vécu donc. Alors, en toute réalité et objectivité, le sport féminin malheureusement est un peu moins développé que le sport masculin en France, notamment au niveau du volley. Mais pour autant, les compétitions sont les mêmes. Les vécus sont les mêmes, le sport est le même, et les relations sont les mêmes. Les relations interpersonnelles sont les mêmes. L'administratif est le même, le fonctionnement est le même, tout est pareil. Donc en fait, quand je discute du rugby masculin professionnel, je discute de la même chose au niveau essence que le volley féminin en France et même à l'étranger. C'est le même sport, c'est deux sports collectifs, mais c'est le même sport en France et à l'étranger, mais encore une fois, il va être perçu différemment, il va être vécu différemment à l'étranger, en France. Quand je dis, cette situation-là, bizarre, j'ai pas trop aimé ça, ce que le coach il a dit, le groupe, nous, ça nous a saoulés avec les joueurs, ça nous a pas mis dans une bonne
une bonne sensation, un bon ressenti, une bonne disposition pour l'entraînement ou pour le match. On est plein de stress, ça nous prend la tête. Elle me dit, mais si tu savais. Elle me dit, si tu savais. Moi, j'ai connu des coachs comme ça, c'était bien pire. C'était bien pire. Et en fait, le plus important, c'est ceux qui sont sur le terrain. Tu vois, c'est ceux qui jouent, c'est ceux qui performent. Au final, sur le terrain, les coachs, ils sont plus là. Donc les coachs, eux, ils ont leur stress, ils ont leur pression, ils ont leurs partenaires, ils ont leurs dirigeants qui leur mettent la pression. Quand ils nous le retransmettent à nous, les joueurs, c'est à nous, joueurs aussi, de faire la part des choses et de se dire, sur le terrain, c'est qui ? C'est les coachs qui jouent ou c'est nous ? C'est nous qui jouons. Donc c'est nous qui allons faire la performance. Et elle l'a vécu aussi. Donc elle est pour moi un très bon conseil. Un très bon agent. Hein, parce que même si on travaille avec des agents dans le rugby, elle a connu plusieurs clubs. Elle en a connu 4 en France. Peut-être 3 à l'étranger. Donc les agents, elle les a vus passer. Et elle a vécu les mêmes choses que ce que moi je vis avec mon agent actuellement. D'accord. Donc ça va au-delà du sportif. Ça va au-delà du sportif et c'est de la gestion de carrière en fait. Elle est à mon côté pour la gestion de ma carrière en général. Et bon, on peut toujours dire ça, mais si je l'avais rencontré plus tôt, peut-être que j'aurais pas eu les mêmes choix. J'aurais pas fait les mêmes choix que ce que j'ai fait de ma carrière. Ils ont été ce qu'ils ont été. Ils m'ont permis de la rencontrer aussi, ces choix-là. Mais je pense que j'aurais pas eu les mêmes choix. Ok, je comprends. Ouais. Je comprends tout à fait. JB, moi, ça fait à peu près peut-être 15-16 mois qu'on se connaît. Ouais. Donc, on s'est connus au SOC. Tu as eu une blessure en septembre ? C'est ça. Septembre 2023. C'est ça. Je crois que je t'ai vu, moi... donc, blessure, les croisés. Hein. Ouais, c'est ça, les croisés. Ça allait prendre quasiment toute la saison. Absolument. Quasiment. Ouais. Je crois que je t'ai vu 3-4 jours après. Ouais. Et j'avais été marqué finalement par... alors, en tout cas, ce que moi je percevais. Ouais, on en revient sur la perception. Mais de l'extérieur, je percevais énormément de sérénité. J'ai eu l'impression que c'était déjà complètement accepté. Alors que voilà, tu es encore le capitaine. Oui. Enfin, vous êtes plusieurs caps et vice-caps, mais tu es le capitaine. Tu savais que tu allais inaugurer le nouveau stade aussi de Chambéry. Ouais. Et bon, du coup, là, tu n'allais pas être sur le terrain. Ouais. Comment t'expliques le fait que de l'extérieur, moi, je perçoive ça ? Est-ce que c'est une bonne perception ? Est-ce qu'en fait... t'es hyper frustré, hyper touché émotionnellement, mais tu le montres pas trop à ce moment-là. Non, en fait, je suis quelqu'un d'assez... vécu ce moment ? Ouais, je suis vraiment quelqu'un d'assez authentique, donc assez transparent. Alors, je dis pas que je suis pas du tout difficile à lire. Je vais dire ce que je pense avec mes mots. J'essaie d'être le plus aussi correct, mais donc si tu as perçu ça, c'est que c'était le cas. C'était le cas, et je pense que c'était le cas aussi parce que je me suis jamais senti raccroché à un seul fil. Je me suis jamais senti dépendant de ma carrière de sportif, parce que toute ma carrière, j'ai fait des études, j'avais un projet de diplôme, un projet professionnel sur le côté, qui m'a apporté beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. Les moments où j'ai eu le plus de sérénité dans ma carrière, même au-delà du fait d'avoir signé des contrats ou d'avoir vécu des événements importants, c'est quand j'ai réalisé que je ne dépendais plus d'une seule source d'activité. Okay. Où j'étais plus dépendant que du sport. Quand j'ai réalisé que si le sport s'arrêtait du jour au lendemain, ça ne changeait rien pour moi. Oui, tu n'étais pas à la rue. J'étais pas à la rue, d'une part au niveau professionnel, parce que j'allais retrouver du travail, mais aussi et surtout parce que j'allais faire quelque chose qui me plaît. Et même si ça a pris du temps, j'ai profité de ma carrière pour maintenant avoir trouvé ce que je souhaite faire. Quand je me suis fait la rupture du croisé, c'était la semaine juste avant l'inauguration du nouveau stade, quelque chose que le club attendait depuis des années, quelque chose que nous, joueurs, on attendait depuis des années. Mais je me suis dit, ça reste du sport. Ça reste du sport, c'est ma vie, c'est mon activité principale, c'est une grande partie de ma vie, parce que ça va prendre quand même peut-être un quart de ma vie. Mais
ça reste du sport et je vais tout faire pour revenir au meilleur niveau. Mais à côté de ça, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, je suis tranquille dans mon esprit, je suis serein dans mon esprit. Parce qu'à côté, j'ai continué mes études, j'ai continué mon activité et j'en ai même profité de ce temps-là pour justement valider les compétences, les certifications nécessaires à l'exercice de mon métier actuel et aussi mettre les choses à plat. Mettre les choses à plat dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et à chaque fois que j'ai rencontré une difficulté au niveau sportif, je l'ai tourné en opportunité de remettre les choses sur le bon chemin, sur le droit chemin, parce que quand on est dans le sport, dans la saison, on enchaîne les matchs, ça va vite, une saison ça passe super vite, une carrière ça passe très vite. Et puis en fait, on ne prend pas le temps de penser à ce que ça va être après ou ce que ça va être dans un mois si les contrats s'arrêtent. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des clubs qui mettent la clé sous la porte et c'est triste parce que ça laisse des joueurs sur le carreau, ça laisse des groupes de 40-50 joueurs sur le carreau. Mais c'est aussi de notre responsabilité à nous joueurs d'anticiper cette fin-là parce qu'elle peut être prématurée pour n'importe qui. Une carrière, c'est précaire. Une carrière de sportif, c'est très précaire. Et c'est à nous de se rendre compte que ça l'est justement et de prévoir l'avenir, d'anticiper l'avenir. Même si on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi est fait notre carrière. D'un club qui met la clé sous la porte, on peut être en pleine forme, performant et être bon sur le terrain, se sentir épanoui sur le terrain. Si le club il coule, on coule avec quoi. Donc ce double projet, cette double activité que je continue encore aujourd'hui, dans laquelle je me suis lancé de manière concrète, c'est ce qui m'apporte, je pense, aujourd'hui la plus grande des sérénités de tout ce que j'ai connu de ma carrière. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ça fait 10 ans maintenant que c'est mon activité, que le sport est professionnel pour moi. Si tout se passe bien, j'en ai encore pour 5, 6, 7 ans peut-être, si je le souhaite. Mais aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix de me dire, si j'en ai marre de jouer au rugby, je peux arrêter. Et ça permet de me dire, si je reste au rugby, c'est parce que j'ai envie. C'est parce que j'ai envie d'être performant. C'est parce que j'ai envie d'aider mes coéquipiers sur le terrain. C'est parce que j'ai envie d'apporter quelque chose à un club. D'être un joueur de rugby. Si je reste au rugby, c'est que j'ai envie d'être un joueur de rugby. J'ai pas envie de me laisser aller, de me dire allez, j'ai 2 ans de contrat, je me la coule douce, de toute façon je suis à l'abri pendant 2 ans. Il va rien se passer, même si je me blesse, au pire quoi. Allez, j'ai encore quelques mois de contrat, je peux essayer de me retourner, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Là maintenant, si je souhaite y être, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et le jour où j'aurai plus envie, je pourrais m'arrêter sereinement parce que j'aurais préparé l'avenir, tu vois. Et c'est ce qui m'apporte vraiment le plus la plus grande sérénité, c'est d'avoir le choix. Dans une carrière de sportif, on l'a pas. On est dépendant de plein de choses, de plein de facteurs. On n'a pas le choix du club, bien souvent, parce que bon, si on se retrouve dans des difficultés, si on a une année un peu plus compliquée, un retour de blessure, comme moi je reviens du genou, en général on revient de blessure, les clubs, c'est pas forcément les plus intéressés de prendre un joueur qui est blessé ou qui revient de blessure, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va donner sur le terrain plus tard. On ne sait jamais s'il ne va pas rechuter. Donc c'est un pari qui est fait sur le joueur. Moi, demain, un club, il me dit écoute, JB, tu fais plus effet sur le terrain, tu nous apportes plus rien. Merci pour tes bons et loyaux services, mais on va se séparer de toi. Et demain, je leur dis merci, j'ai tout donné. Et puis maintenant, si ça s'arrête, je peux même avoir le choix de partir. Parce que si j'en ai marre, j'arrête. Et parce qu'à côté, j'ai bien préparé la suite. Et c'est vraiment un message que j'essaie de donner à mes coéquipiers, surtout aux jeunes. Parce que les jeunes, comme moi j'ai pensé, comme moi je pensais plus jeune à jouer à la play, les jeunes ils rentrent chez eux, ils jouent à la play. Et j'essaie vraiment de leur dire que c'est important qu'ils commencent à s'intéresser, à savoir surtout qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire. On a la chance d'avoir du temps, on a la chance de pouvoir se renseigner de notre côté pour savoir ce qu'ils aiment faire, de ne pas se retrouver bloqué en fin de carrière à subir l'après-carrière, à subir une profession qu'on n'a pas envie de faire par défaut, parce qu'on n'a que ça, par obligation. Et parce qu'on est pressé de trouver un travail, parce qu'on a une famille, parce qu'on a des enfants. 35 ans, on finit une carrière,
Souvent, les joueurs, ils ont des familles, des enfants, ils ont des crédits à rembourser. Et la carrière s'arrête tellement vite que c'est un message que je souhaite vraiment passer au-delà de mes coéquipiers à tout sportif, en fait. À tout sportif. Ouais, donc en fait, le fait de te former, de t'engager dans un double projet, t'a permis de t'offrir, entre guillemets, une liberté. Et la possibilité maintenant de décider. Clairement. Moi, ce que je constate aussi, alors pour travailler pas mal dans le foot également, oui. Même au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect équilibre social, équilibre mental. Oui. Et je vois des fois des footeux qui gagnent, l'économie est différente, ils gagnent plus, mais finalement, il y a aussi un mieux-être en s'investissant dans un projet scolaire ou monter un peu sur un temps de sa carrière, monter aussi une entreprise à côté ou n'importe, mais en tout cas, c'est le fait de s'investir dans un double projet, je trouve, est souvent plutôt aidant pour la performance, parce qu'on contrôle un peu mieux les émotions, on a un peu plus de lucidité, et on ne joue pas notre vie sur le terrain. Bien sûr, absolument, tu as tout dit, on ne joue pas notre vie sur le terrain. On joue pas notre vie sur le terrain parce que dès que la carrière s'arrête, le stade il est vide. Le stade il est vide, et souvent on se rend compte que ceux qui nous mettaient sur le podium à l'époque, quand ça s'arrête, il n'y a plus personne, et on est seul. Et quand on est seul, il faut se débrouiller. Et là, on se retrouve dans les responsabilités. Et c'est d'autres responsabilités auxquelles on est confronté, celle d'une famille, celle d'un enfant, celle d'un crédit, celle de la vie d'adulte et de parents. Et si on a la chance d'être parent à la fin de notre carrière, t'as tout dit. C'est vraiment. Il y en a qui parlent d'une petite mort à la fin d'une carrière sportive. Je sais pas si je partage cette idée-là parce qu'une petite mort, c'est très péjoratif, je trouve. C'est plutôt le commencement d'une nouvelle vie, je dirais. Au-delà de la mort, c'est la vie, plus après. Et cette vie-là, elle se prépare. Ouais. Elle se prépare pendant la première vie. Ouais. Clairement. J'aurais encore plein de questions, mais je vois que le chrono tourne quand même. Je ne veux pas être trop long, mais j'ai quand même une question qui m'intéresse et qui pourrait aussi tout à fait intéresser les personnes qui vont nous écouter. Est-ce que tu arriverais ou pas à dire ce que ce double projet t'apporte concrètement dans la performance que tu as, soit en tant que CGP ou en tant que rugbyman? Ce que je veux dire, c'est ce que tu as appris en tant que CGP. Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, tiens, là, il y a tel élément qui m'aide aujourd'hui à être un meilleur rugbyman, un meilleur coéquipier, peut-être un meilleur capitaine? Et à l'inverse, est-ce que le fait d'être un sportif professionnel aujourd'hui, avec la vie de groupe, avec la décision dans l'action, avec tout ce qui fait les compétences d'un joueur de rugby, est-ce que des fois tu te dis, tiens, je pense que je suis un meilleur CGP parce que je vis ça aussi la semaine ou le week-end? Est-ce que tu arriverais dans les deux sens à nous éclairer un peu là-dessus ou pas? Bien sûr, je pense que c'est deux activités qui sont très complémentaires. Très complémentaires parce qu'au centre, c'est l'humain. Au centre, c'est l'humain, c'est les coéquipiers, c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. C'est souvent, il faut écouter, il faut savoir écouter en tant que capitaine, il faut savoir écouter en tant que conseiller, écouter les problématiques, écouter les besoins. Et en fait, quand on est sportif, on est au contact de personnes toute la journée, on a une vie de groupe, on a une vie d'équipe. Et quand on est conseiller, on fait partie de l'équipe d'une personne parce qu'on va l'accompagner tout au long de sa vie. On va l'accompagner tout au long de ses désirs, tout au long de ses objectifs, de ses projets. On dit dans la gestion de patrimoine qu'il n'y a pas de petit patrimoine, il n'y a que des grands projets. Dans le rugby, c'est pareil, il n'y a pas de petit physique, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a que des grands groupes, j'ai envie de dire, parce qu'on peut faire des grandes choses avec des joueurs qui ne sont pas forcément individuellement de grands joueurs. On peut avoir des très mauvaises équipes avec de très bons joueurs individuels. Mais la mayonnaise n'a pas prise, mais le groupe n'a pas pris. Et c'est pareil dans la gestion de patrimoine. On peut avoir un très bon conseiller qui ne va pas avoir de réelle connexion humaine avec le client, qui ne va pas réussir à comprendre son client et qui ne va pas avoir le bon conseil. Il ne va pas avoir destination
la bonne solution. Et inversement, on peut avoir des clients qui vont avoir beaucoup d'attentes ou des personnes qui vont avoir beaucoup d'attentes sur des projets et qui ne vont pas rencontrer l'oreille, rencontrer le discours qui va leur plaire, rencontrer le contact qui va leur plaire, qui va savoir les écouter, savoir les comprendre, savoir les cerner, savoir cerner leurs désirs et leurs besoins. Parce que ça reste une approche holistique, la gestion de patrimoine. Il faut vraiment comprendre la personne dans son entièreté. Il faut vraiment comprendre son environnement dans lequel elle évolue. Ses projections, ses projets, ses projections, sa descendance, ses parents, son arbre généalogique. Les divorces, les femmes, les maîtresses. Non, mais il faut tout comprendre. Il faut tout comprendre parce que une personne, elle peut avoir des envies et chacun a ses propres envies et personne ne doit pouvoir l'empêcher de réaliser ce qu'elle désire faire. Et c'est aussi mon but dans mon conseil, mais c'est aussi mon but en tant que joueur et coéquipier, c'est d'apporter une sérénité à mes coéquipiers et d'apporter une tranquillité. Une tranquillité pour une personne qui va se dire ça y est, c'est fait, j'ai plus besoin de gérer mes finances, j'ai plus besoin de gérer ma succession. Ça m'inquiétait beaucoup au niveau fiscal. Maintenant, je suis vraiment tranquille. Et quand je vais apporter la sérénité à mes coéquipiers, c'est vraiment OK. S'il me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Il est très calme. C'est un moment qui est stressant pour moi. Je le vois, lui, il est très calme. Ça me calme aussi. Ça m'apporte de la tranquillité. Je peux me reposer sur lui. Et je peux performer tout en étant tranquille dans ma tête. Parce que je sais que je peux lui faire confiance. Et c'est ça mon but. C'est ça mon but. Et c'est ça le lien qu'il y a entre les deux métiers. Ces deux métiers qui se ressemblent beaucoup parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, je pense. Les valeurs qu'on souhaite appliquer, encore une fois. On pourrait très bien ne pas vouloir appliquer de discipline dans le rugby, de discipline dans le conseil, de stratégie, de réfléchir au match et d'intérêt pour la personne qu'on côtoie ou qui est à notre côté. Mais c'est pas le cas. C'est deux métiers qui doivent travailler, c'est deux métiers qui se ressemblent beaucoup et qui partagent les mêmes valeurs, encore une fois. Top, super. Moi, tu vois, en t'écoutant, je me dis aussi que c'est deux univers un peu à l'inverse de saint Thomas, là, qui ne croit que ce qu'il voit. Ouais. Là, pour voir un résultat, tu es obligé d'y croire avant. C'est-à-dire tu es obligé de préparer. Oui. Un sportif, il peut jamais être sûr de participer au JO, il peut jamais être sûr de gagner le match, mais c'est parce qu'il croit que c'est possible qu'il va s'engager, qu'il va faire les efforts nécessaires qu'il va planifier pour se donner la chance de peut-être gagner. Et je me dis, sur la partie CGP, c'est aussi parce que tu anticipes et que tu as de la clarté sur la destination. Alors là, c'est pas gagner un match, mais ça peut être avoir plus de sérénité à tel âge, ça peut être pouvoir payer les études pour les enfants. Absolument. Et dans les deux cas, finalement, tu es obligé de croire en un truc, le planifier, et après, peut-être que tu vas le voir. C'est ça. Et donc, d'anticiper aussi. C'est ça, exactement. On n'a pas de boule de cristal, comme tu as dit, ni dans la carrière, ni dans l'économie. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est pas ce qui s'est passé avant qui va forcément donner les résultats du futur. Dans une carrière, comme on le disait en début d'interview, et dans la gestion de patrimoine, comme on le dit maintenant, les deux idées sont les mêmes. Ça partage les mêmes idées, les mêmes valeurs. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que je vais rester moi-même. Je reste moi-même dans le sport, comme je vais rester moi-même dans mon métier de conseiller. Et je ne vais pas jouer de rôle. Je vais garder les mêmes valeurs d'authenticité, de discipline, de rigueur. On parlait de résilience tout à l'heure. Ben oui, il va y avoir des moments plus compliqués dans la vie d'une personne qu'il va falloir accompagner parce qu'il va y avoir un décès d'un proche qu'il va falloir gérer. Il va y avoir des moments plus compliqués dans une carrière parce qu'il y a des blessures qu'il faut gérer aussi. Ça prend du temps. Il faut savoir accepter, être patient. Mais il faut surtout être tranquille tout au long du chemin. En général, je préfère aimer le chemin plutôt que d'aimer l'arrivée. Voilà. Je comprends. Ouais, très très bien. Deux dernières questions. Après, j'ai vraiment fini.
Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre dans le smoothie ? Personne, tu dis, tiens, j'aimerais bien qu'elle soit à ma place là et j'aimerais bien l'écouter dans un épisode du smoothie. Vivante. Ouais. C'est mieux. Réel, parce qu'après, j'essaye de la voir. Ce sera, qu'elle soit bavarde un peu. Gandhi, ça aurait été sympa, mais... Ouais. Une personne que j'aimerais entendre, alors au niveau sportif, professionnel. C'est toi le patron. André Comte-Sponville. Comte-Sponville, qui intervient aussi souvent au niveau des entreprises. C'est un philosophe français que je lis beaucoup et dont j'apprécie l'écriture et l'expression qu'il a. Il parle de philosophie avec une très grande simplicité. C'est abordable pour tout le monde et il est passé par différentes étapes dans sa vie qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, quand on se rend compte de ce qu'il a vécu, on se dit mais comment cet homme-là peut être encore en vie aujourd'hui ? Comment ça se fait qu'il ne soit pas foutu en l'air ? Et il est toujours aussi calme, il aime la vie, il partage la vie, il partage ses idées. Et il est plein de sagesse et plein d'expérience maintenant. Et en fait, j'aimerais beaucoup l'entendre dans ton smoothie et je pense qu'il ferait un très bon ingrédient. On essayera, on ne sait jamais. Ouais. Je vais essayer. Pourquoi pas. Et ma dernière question, JB, merci pour ça déjà. Dernière question, comment on fait si on a envie d'échanger avec toi, de te retrouver ? Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait échanger ou pas ? À part te voir au CSS tous les 15 jours. Ouais. Au CSS, ouais, sur le terrain ou en tribune. Après, sinon, je suis très, très facilement joignable sur mes réseaux. Okay. Je ne suis pas quelqu'un de connecté toute la journée sur mon téléphone, je l'avoue. J'ai pas mal de choses à faire, mais c'est surtout que je réponds. Je réponds souvent et tout le temps. Et donc, il faut pas hésiter. Je suis très ouvert d'esprit, je suis très abordable, je suis très simple. Et j'aime beaucoup échanger. J'aime beaucoup échanger avec les gens parce que j'aime beaucoup entendre les retours d'expérience et partager le vécu. Donc, il ne faut pas hésiter. Sur les réseaux, peu importe lesquels. Donc, Jean-Baptiste Grenaud sur les réseaux. C'est ça. Et c'est parti. C'est ça. Et ben, merci beaucoup, JB, pour merci cet à toi. épisode. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu.